Je ne vous parle pas des astronautes qui étaient à bord. Hein. Bon, on a appris des petites choses, on a développé l'informatique, on a fait développer les télécoms, etc. On avance un peu. Et qu'est-ce qu'on a appris sur la Lune? Et bien, sur la Lune, on a recueilli en gros 400 kilos d'échantillons lunaires qu'on a analysés, pas tous, on a dû en garder 30% pour les générations futures, mais on a analysé ces échantillons et la conclusion est la Lune, c'est la Terre. Hein, donc, en gros, c'est du terrain basaltique. Bon, Apollo est fini, les Américains ont gagné la course à la Lune, le public n'est plus intéressé, ça coûte trop cher, bref, la NASA appuie sur le bouton off pour la Lune et va s'intéresser à d'autres choses, genre navette, station spatiale, exploration des différentes planètes. Voilà. Alors, quand je dis que la Lune a été abandonnée, il y a eu quand même des petites missions qui sont listées ici, SMART des Européens, Clémentine ou LRO de la NASA. Les Japonais ont eu une action importante sur la Lune, et c'est des gens avec qui il va sûrement falloir compter. Ils ont fait une petite mission qui s'appelait Kaguya et qui s'est écrasée aussi sur un cratère lunaire, ainsi que les Indiens aussi ont eu des sondes lunaires qui ont apporté des mesures intéressantes. Alors, les sondes, quand elles se sont crachées dans les cratères lunaires, vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les cratères lunaires. Au niveau des pôles, il y a des zones qui sont en permanence dans l'ombre, hein, parce que la Lune est très peu inclinée. Bon, ça s'explique si vous faites un petit dessin. Il y a des zones qui sont tout à fait dans l'ombre et il y a des zones qui sont tout à fait éclairées. Et alors, l'astuce pour ceux qui vont aller plus tard s'établir sur la Lune pour une base, c'est se mettre à proximité de ces deux zones. Et pourquoi? Parce qu'au fond des cratères qui sont en permanence dans la pénombre, il y a de la glace. Et de la glace, pourquoi? Parce que des comètes se sont écrasées sur la Lune comme sur la Terre. Mais sur la Lune, c'est du vide, l'eau est partie dans l'air, hein, l'eau est partie dans l'espace, pardon. Alors que dans le fond des cratères, la température étant de moins 180 ou des choses comme ça, l'eau est restée sous forme de glace. Donc, l'idée, c'est de prendre cette glace, ça pourrait nous servir déjà à faire de l'eau, hein, quand on y sera. Et puis H2O, dans H2O, il y a eau, c'est l'oxygène, ça peut servir de carburant. Voilà l'émission où on s'est écrasé. Alors je vais... Voilà, c'est là. Alors, que faut-il pour retourner sur la Lune? Voilà, j'ai listé à peu près toutes les fonctions intéressantes. La première, il faut une volonté politique. Et cette volonté, c'est Donald Trump qui l'a donnée il y a quelques années et qui a forcé la main à la NASA pour établir justement un programme spatial lunaire. Et bon, Joe Biden a continué à mettre des dollars au pot pour essayer de réaliser ce programme. Alors le budget nécessaire, je vous rappelle que le programme Apollo, ça devait être 150 milliards de dollars à peu près, hein, et que le budget actuel de la NASA, il est combien? J'arrive pas à lire. 20 milliards, non, même pas tant. 21 milliards, voilà. Pour toutes les missions. Hein. Alors 150 milliards, c'était Apollo. Hein, bon, alors on ne sait pas trop si ça va suffire. Par contre, on va être un peu aiguillonné parce que vous voyez, le petit monsieur en bas à droite, c'est les Chinois. Les Chinois, eux, ils n'ont pas le problème de budget. Ils veulent s'intéresser à la Lune et ils vont y aller.
Alors, il y a de nouveaux acteurs aussi qui participent à cette course. Et la grande nouveauté par rapport à l'époque Apollo, c'est que ce sont des acteurs privés. Voilà, alors vous voyez des noms que vous connaissez certainement, comme SpaceX, comme Blue Origin, comme Boeing, etc. Et c'est une petite révolution, parce que, justement, ces sociétés privées vont avoir des subsides de la NASA, mais vont justement mettre au point des projets qui, évidemment, comme ils ne seront pas publics, c'est des sociétés privées, bon, ça coûtera moins cher que si c'était traité par le monstre de la NASA qui emploie des milliers et des milliers de personnes. Et le fait de prendre déjà un crayon, de sortir un crayon d'un tiroir, c'est déjà 10 000 $. Donc, ces sociétés marchent bien et ont proposé des tas de choses que je vais vous expliquer. Alors, il y en a un qui sort du lot, c'est Elon Musk. Vous avez certainement entendu parler. Alors, c'est un milliardaire, mais oubliez, c'est surtout un génie. C'est un très bon ingénieur et qui a vraiment développé des idées tout à fait nouvelles pour l'espace. Hein? Avec lui, on récupère tous les éléments d'une fusée, des lanceurs, des sondes, etc. Et donc ça a bien marché. Pour la petite anecdote, il y a une douzaine d'années, Elon Musk avait proposé de travailler avec l'Agence spatiale européenne. On lui a craché au visage. On a dit, qu'est-ce que c'est que ce type? Et bon, il s'est énervé. Il a dit, dans 10 ans, vous n'existerez plus. Bon, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr. Enfin, c'est un grand bonhomme. Voilà le genre de fusée qu'il a. Voilà, alors, je ne vais peut-être pas vous passer les 2-3 minutes. Là. Les premiers astronautes privés, c'est chez Elon Musk, de SpaceX. Pourquoi? Parce vous savez qu'à la fin de la navette, on n'avait plus aucun moyen d'accès à la station spatiale internationale. Hein? On y allait soit avec la navette, soit avec les Soyouz russes. Hein? Bon, et bien SpaceX maintenant, avec SpaceX, il y a des capsules américaines qui vont à la station spatiale internationale. Heureusement, parce que les Russes, ils nous faisaient payer ça. Le siège, ça coûtait cher, de plus en plus cher. Voilà, alors ça marche bien. Ces fusées sont récupérables. Il y a même une fusée, un premier étage de lanceur là, qui a été récupérée 15 fois. 15 fois. Alors, ça réduit les coûts, bien entendu. Voilà la capsule Dragon que vous voyez. Alors, la partie haute, c'est la partie où il y a les astronautes. Il peut y en avoir de 4 à 7. Et la partie inférieure, c'est le module de service, comme dans toutes les sondes. Oui, la moitié de ce module, c'est des panneaux solaires. Voilà à quoi ça ressemble. Alors évidemment, l'intérieur, je reviens. Oui. L'intérieur, ça n'a rien à voir avec les capsules Apollo. Dans une capsule Apollo, je crois qu'il y avait 400 ou 450 interrupteurs, avec à chaque fois une protection pour ne pas donner un coup de coude. Là, il y a 3 écrans tactiles. Voilà le docking, l'amarrage à la station spatiale. Voilà à quoi ça ressemble. C'est des vraies photos, ça, c'est prise par les astronautes de l'ISS. Et alors, la super fusée d'Elon Musk, c'est le Starship, qui va être construit en 2 parties. Et celle-là, elle doit aller sur la Lune. Alors, si je vous parle du Starship, c'est parce que cette année, au mois d'avril, ils vont faire une répète, ils vont faire un lancement orbital. On va aller du Texas, où il y a la base de départ, à Hawaï. On va faire un petit vol comme ça de 60 minutes. Voilà, pour tester. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure, ça va être impressionnant. Bon, il faut bien rire, effectivement, il est en train de rafler tous les contrats. Alors, Boeing s'y met aussi. Il a une capsule beaucoup plus classique. Hein, ouais, ça ressemble à Apollo.
et ça doit aussi s'accrocher à l'ISS. Alors, une répétition a eu lieu il y a 1 an à peu près, sans astronaute, c'est bien accroché à l'ISS, mais il y a eu des problèmes au retour. C'est bien que Boeing n'a toujours pas envoyé d'astronautes dans sa capsule, alors que SpaceX en est au 6e envoi, je crois, au 5e ou au 6e envoi. Voilà. C'est la capsule Starliner, c'est celle de Boeing. Je ne doute pas un instant que Boeing y arrivera, bien entendu. Voilà, à gauche Boeing, à droite SpaceX. Et voilà la fusée Atlas qui doit propulser la capsule de Boeing dans l'espace. Alors la petite différence avec les autres capsules, c'est que le retour s'effectue sur coussin d'air, sur Terre, hein, et alors que toutes les autres, c'est sur mer. Alors ça a été répété, ça marche. Pourquoi pas. Alors, Blue Origin, c'est de Jeff Bezos. Bezos, c'est le patron d'Amazon. Hein. Donc, on est tous clients d'Amazon. Hein. Donc, on a tous une petite partie dans ces fusées-là. Hein. Et c'est une fusée qui est moins performante que celle des autres. Mais lui, il s'est intéressé à un créneau. C'est le créneau touriste. On fait un petit vol 100 km, on emmène des touristes, on les fait casquer, ils rentrent, et hop, etc. comme ça. Alors c'est une belle petite fusée. Il s'est mis sur la liste pour produire aussi des atterrisseurs lunaires. Alors on en montrera tout à l'heure. Voilà un départ de cette fusée. Elle monte juste à la limite de Kármán, quoi, à 100 km, ce qu'on appelle l'espace à peu près. Bon, il y a eu une grande discussion en Amérique, on leur dit ils n'ont pas été tout à fait dans l'espace, donc leurs touristes n'ont pas droit au titre d'astronaute. Ça, Jeff, il n'est pas content. Mais il y a d'autres nations. Alors il y a les sérieux, la Chine, l'Inde, les moins sérieux, l'Europe, malheureusement. Nous, on est le Japon, la Russie, Israël. Et alors, la Chine et l'Inde, ils ont mis au point des fusées assez performantes et s'intéressent beaucoup à la Lune. On va voir ça. Donc voilà un petit échantillonnage de ces lanceurs ou rovers, vous voyez au milieu en bas, le rover chinois qui crapahute sur la Lune. Voilà. Alors la Chine nous a vraiment surpris il y a quelque temps parce qu'elle a mis un rover, enfin un atterrisseur et un rover sur la face cachée de la Lune. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais personne n'y avait pensé. Ils sont bons les Chinois quand même, ils ont des idées quand même les gars. Alors, un rover sur la face cachée, évidemment, ça nécessite d'avoir un relais entre la Terre et la face cachée de la Lune. Bon, ça c'est simple. Enfin, c'est simple. Quand on voit ce qu'on a fait tout à l'heure, bon, c'est simple, c'est-à-dire qu'on met un satellite qui voit les deux portions. Ils ont fait ça, ça marche bien. Il marche toujours. Les Chinois ont mis aussi au point une station spatiale. Ah oui, c'est pas la station spatiale internationale. Hein, vous voyez la taille, ça ressemble plutôt à la station Mir. Mais il y a des Chinois qui tournent autour de nous depuis maintenant plusieurs années. Hein, et ils font des allers-retours. On construit une station de plus en plus importante. Et la Chine, comme je vous l'ai dit, la Chine veut la Lune. Elle a envoyé plusieurs atterrisseurs, rovers et satellites qui tournent autour de la Lune pour transmettre, pour les transmissions avec la Terre. Et voilà quelques-uns vous voyez en haut l'atterrisseur et en bas le rover chinois. Il y en a comme ça, 3 ou 4 sur la Lune. Voilà. Alors, c'est assez bien fait, c'est gros hein, quand même.
Le rover, il est situé sur l'atterrisseur, et il y a une petite piste, il y a des rails qui font descendre, hein. Vous voyez, on voit très bien les rails qui l'amènent sur le sol lunaire. C'est bon, c'est simple, mais ça marche. Ils prélèvent des échantillons, ils font des tas de choses. Ils sont bons les gars, hein. Alors, le défi des Chinois, c'est d'être sur la Lune avant les Américains. Alors, ils sont sur la face cachée, comme je vous l'ai dit. Bon, vous voyez, c'est le même genre de rover, hein, la face cachée. Et ils se sont posés près du pôle sud, hein. Mais c'est bien parce que on n'avait aucun échantillon de la face cachée de la Lune. Donc, c'est intéressant à étudier. Alors, les Chinois ont appris de nous, et puis nous, on va apprendre d'eux. Maintenant, il y a beaucoup de transmissions en direct de la part de ces rovers. Et il y a des tas de petites astuces pour faire participer le public. Alors, les Américains ont pris un peu de ça pour justement mettre des caméras un peu partout, ce qui manquait sur leur centre. Et voilà où il en est, notre petit rover chinois. Alors, j'arrive pas à lire, il a parcouru quelques centaines de mètres. Ah bon, c'est pas mal, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant déjà 15 jours, il est dans le noir, donc il ne bouge pas. Et après, pendant 15 autres jours, il y a la lumière du soleil, mais il faut quelques jours pour qu'il se réveille et quelques jours pour qu'on l'endorme. Alors, il travaille en fait une dizaine de jours par mois et il survit à cette différence de température. Ils ont même fait des expériences de biologie et fait pousser du riz, évidemment, c'est le chinois, fait pousser du riz dans une de ces manips. Voilà. Alors, les rovers s'appellent Chang et je ne le prononce sûrement pas à la chinoise, et ils ont ramené même des échantillons vivants. Alors, les Chinois veulent aller sur la Lune, bien entendu, la question est avec des hommes, hein, d'ailleurs probablement avec des femmes. Quand, le problème c'est quand, on peut prendre des paris. Moi, je pense qu'ils seront là avant les Américains. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes notions. Oui. Faisait 180 degrés à Londres la nuit, Oui. et dans la journée, quand la nuit était préparée dans le soleil. Ah, ben c'est 120, 130. Ah oui, d'accord. Ah, ben oui, on est dans le vide. Hein, donc, voilà. Il n'y a jamais 0 degré. Non. Pas comme sur Mars. Mars, il y a des moments où il y a 0 degré. Pourquoi? Parce qu'il y a une légère atmosphère. Parce qu'il y a une atmosphère. Bravo, mais toi tu le connais, donc ça compte pas. Hein. Donc tu n'auras pas de bonbons. Voilà les dernières fusées chinoises qu'on trouve sur les très rares sites spatiaux chinois. Alors, est-ce que ça sera comme ça ou pas Alors, juste pour votre intérêt, la Chine s'intéresse aussi à Mars. Et alors là, ils nous ont battus, hein. Ils ont battu les Européens, les Japonais, tous les autres. Bon, pas les Américains, bien sûr, mais en un seul coup, ils ont envoyé un appareil en orbite, un orbiteur, un atterrisseur et un rover. Alors, bon, là, vous voyez l'atterrisseur avec la rampe pour faire descendre le rover. Le principe est à peu près le même que les rovers lunaires. Alors c'est génial, hein, quand même. Ils ont fait ça en un seul coup, les gars. Alors que les Américains ont fait ça en plusieurs étapes. Bravo, moi je dis bravo les Chinois. Non, ils ont atterri bêtement avec un parachute. Ouais. Ah oui, c'est pas très très lourd. L'ascenseur, c'est parce que le Persévérance a été très très lourd. Donc le parachute n'aurait pas résisté s'il n'y avait que le parachute. Voilà. Et même ils ont réussi à faire cette photo. Ah, alors la question,
comment c'est possible que les Chinois aient pu faire une photo de leur atterrisseur et de leur rover sur la même photo. C'est pas du Photoshop, hein. C'est une vraie photo. Et c'est là où ils sont malins, c'est des trucs pas chers. Oui, vous savez? Oui, ils ont caché sous le ventre de l'atterrisseur, du rover, pardon, un petit appareil photo comme on a tous, hein, et ils l'ont fait tomber sur le sol à quelques mètres de l'atterrisseur, et ils ont lancé un déclenchement automatique d'une cinquantaine de vues. Et parmi toutes ces vues, il y en a une qui a bien pris ça. C'est intelligent, hein. Voilà l'atterrisseur. Bon, et en plus de ça, ils ont refait la même manip dans l'espace en lançant un petit appareil à côté de l'orbiteur, et ils l'ont mis en rafale. Ils ont récupéré les photos et on voit l'orbiteur martien chinois, ou chinois martien, peu importe. Voilà. L'Inde aussi possède des grosses fusées et a envoyé déjà des satellites autour de la Lune et s'intéresse aussi à Mars. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour aller sur la Lune? Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, on va reprendre un peu, je crois bien. Oui, qu'est-ce qu'il faut? On en est où? Il faut de nouveaux acteurs, un lanceur. Vous voyez? Il faut au moins un lanceur aussi performant qu'Apollo. Je vous signale que jusqu'au mois dernier, on n'avait pas de lanceur aussi performant que la fusée Saturn V de von Braun. Pendant 60 ans, on n'a pas pu dépasser ça. Alors, les Américains l'ont dépassé avec leur fusée SLS, je vais vous en parler, et Elon Musk a une solution similaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une fusée pour vaincre l'attraction terrestre, donc passer la deuxième vitesse cosmique, 11 km par seconde. On apprend tout ça à l'école, au jardin d'enfants. Donc, jusqu'à présent, ça n'existait pas. Eh bien, non, voilà. Et voilà. Alors voilà la collection de lanceurs qui sont à notre disposition et qui sont en développement. Alors vous voyez, la partie gauche, c'est les lanceurs qui existent. La partie centrale, c'est Saturn V, la référence, mais on n'en a plus. Et la partie droite, c'est ce qui est en cours de développement ou développé, le SLS de la NASA ou le Starship de SpaceX. Voilà. Alors, la différence un peu avec Apollo, c'est que, vous savez, Apollo, on avait tout lancé en même temps. La capsule et le module lunaire. Maintenant, on a changé un peu de philosophie. On va lancer les hommes d'un côté et le matériel de l'autre. Alors, il y a principalement, au jour d'aujourd'hui, deux philosophies. C'est Artemis, la mission Artemis, vous avez entendu parler quand même. Généralement, on parle très peu de science à la télévision, mais là, quand même, ils ont été obligés. On a parlé d'Artemis et SLS, et la solution Starship. Voilà. Alors, c'est la NASA qui a commencé avec sa fusée gigantesque, SLS, Space Launch System, avec l'accent d'ici. Et en fait, on essaye de récupérer le plus possible de la navette. Donc, on va récupérer les boosters de la navette, on va récupérer les moteurs de la navette, et alors les moteurs, je crois qu'on en a 16, on a récupéré 16, comme un SLS, il y en a 4,
on peut faire que 4 lancements. Après, je ne sais pas, il va falloir qu'ils se creusent la tête. Alors, voilà, il y a différentes versions de SLS qu'a mis au point la NASA, avec ou sans équipage, plus ou moins de matériel à envoyer, etc. En gros, c'est à peu près tous la même forme. Et ça a une petite centaine de mètres, un peu moins de 100 mètres de hauteur. Ils n'ont pas été malins, moi je leur ai fait tout de suite à 120 mètres, comme ça on pouvait dire qu'on battait la fusée de Von Braun. Bon, c'est SpaceX qui a eu l'idée, il a dit bon, on va battre la hauteur de la fusée de Von Braun, elle est plus haute effectivement. Voilà. Alors, tout ceci a amené à la philosophie Artemis dont vous avez certainement entendu parler à la télé ou dans les journaux spécialisés. Artemis 1, c'est ce qui s'est produit il y a quelques mois. On fait le tour de la Lune sans astronaute à bord. On veut tester le matos. Artemis 2, on va envoyer des astronautes autour de la Lune. Ça va être probablement 2024, c'est les dernières infos que j'ai. Artemis 3, on va se poser sur la Lune, voilà, etc. Alors, Artemis 3, j'ai pas de date. J'ai regardé ma boule de cristal hier soir, je n'ai pas trouvé, mais on va trouver. Voilà. Donc, c'est Artemis 3, le premier alunissage avec des astronautes. Et à partir de ce moment-là, on va aussi mettre au point, on commence à mettre au point, un changement de philosophie pour conquérir la Lune. On va mettre au point une mini-station spatiale en orbite lunaire qui va servir d'avant-poste. C'est-à-dire, les terriens vont aller se brancher, vont arriver de la Terre, hop, ils vont s'amarrer à cet avant-poste. Bon, ils vont sortir, ils vont prendre une douche, manger un sandwich, faire un petit dodo, et le lendemain, ils vont changer de sonde, ils vont se mettre dans le module lunaire, aller sur la Lune, faire leur petit truc sur la Lune. Le module lunaire récupérable va se réaccrocher à cette station spatiale et ils reprennent leur capsule pour retourner sur Terre. En gros, c'est comme ça qu'on voit ça. Voilà. Alors, cette station, apprenez bien ce mot, parce que vous allez en entendre parler, ça s'appelle le Gateway. Gateway, ça veut dire passerelle, en anglais, quelque chose comme ça. Et c'est une vraie passerelle. Alors, c'est une mini-station spatiale, hein, mais c'est à peu près les mêmes modules. Alors, c'est les mêmes fabricants, c'est Thales qui construit la plupart des modules. Hein. Et on va y avoir 4 ou 5 modules, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, l'esprit, c'est donc d'abord se mettre en orbite, s'accrocher à cette mini-station spatiale, et puis ensuite descendre sur la Lune. En plus, cette station peut être équipée, peut être habitée de façon permanente pour faire des expériences, etc. Voilà, ça on l'a vu. Voilà les SLS. Alors c'est imposant, hein, les SLS, c'est des grosses bêtes, hein, quand même. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu d'Artemis 1, la mission qui s'est produite il y a quelques mois. Il est 20h, donc jusqu'à 20h, on a commencé à 20h25 en gros. Merci. Merci la régie, merci Cognac Gel pour les anciens. Alors, donc, vous vous rappelez d'Apollo 8? Bon, les jeunes, ils ne s'en rappellent pas, mais ils devraient. Vous avez vu les films d'Apollo 8, on a fait le tour de la Lune en décembre 1968, quelle belle année, 68. Je pouvais poser mon pavé et aller travailler. Et on fait le tour de la Lune et on revient sur Terre. Alors évidemment, il y a des mauvais esprits qui ont dit on va faire la même chose qu'Apollo 8. Non mais dites, on va dépenser des milliards pour faire la même chose. Non mais vous êtes ridicule. Alors, la NASA, n'écoutant que son grand cœur, a dit bon, dans ce cas-là, on va aller un petit peu plus loin que là où était Apollo 8. Ils vont 70 000 km plus loin que la Lune. Comme ça, on peut dire on a été plus loin qu'Apollo 8. C'est vrai d'ailleurs, mais bon. Voilà.
décoller avec des mannequins. Alors, il n'y a personne à bord, mais il y a des mannequins et il y a tout un tas d'instruments de mesure. Pourquoi? Parce que, comme je le dis et comme je le redirai, toujours, le plus dangereux dans l'espace, ce sont les radiations. Hein? Alors d'abord, on va traverser les fameuses ceintures Van Allen, tac, on va en prendre un petit peu plein la figure, puis on va être dans le vide de l'espace, où il n'y a rien qui nous protège. Il va y avoir des radiations, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà. Et ces radiations, eh bien, elles sont dangereuses pour nous. Ça peut atteindre notre ADN, indépendamment du fait que ça peut détruire un peu les globes oculaires, ces trucs-là. Peu importe. Bon, bref, à bord d'Artemis 1, vous voyez qu'il y a du matos, il y a des maquettes qui simulent le corps humain. Vous les voyez ici, hein, les bleus. Alors, ce sont 2 corps de femmes, 2 torses de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus sensibles aux radiations que les hommes, donc on voulait tester ça d'abord. Et puis il y a un faux astronaute, là. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Donc on a été, vous voyez, à 70 000 km derrière la Lune. Bravo les gars. Bon, tout s'est bien passé par contre. Hein. Ça, c'est formidable. Là, ça, c'est formidable. Vous voyez la capsule. La capsule, j'ai oublié de vous dire son nom, elle s'appelle Orion. Et Artémis, j'ai oublié de vous dire pourquoi. Artémis, pour ceux qui ont fait un peu du grec, l'histoire grecque, c'est la sœur d'Apollon. Voilà. Voilà. Et vous voyez que Orion, ben, c'est en gros une capsule Apollo un peu plus grosse, 30% plus grosse, je crois. Et bien sûr, non, ça n'est pas le temps beaucoup. Voilà. Et bien sûr, l'électronique est tout à fait différente. Hein, bien sûr, alors, quelques photos là que je vais passer rapidement de cette fusée SLS. Voilà le corps central. Il va y avoir un bonhomme, je ne vois pas bien, mais sur la gauche, il va y avoir un groupe de personnes. Vous voyez, voilà. Voilà, les 4 moteurs. C'est impressionnant, hein, quand même. Hein. Voilà. Et les 2 boosters récupérés des navettes qui sont à droite et à gauche. Vous voyez les récup, là. Voilà la vue complète. Voilà, avec la capsule, bon, sans équipage dedans. Bon, ça n'avance pas, là. Voilà, prise la veille du départ et prise d'altitude. C'est formidable, les satellites. Voilà, un satellite Airbus qui a pris de 700 km d'altitude, qui a photographié Artemis 1 sur son pas de tir. On voit bien le truc. Hein. Vous savez ce que c'est, les tours Eiffel qu'il y a de chaque côté? Oui, vous savez. Hein. Le plus dangereux sur un pas de tir, c'est quoi? C'est la foudre. Ce sont des parafoudres. Hein. Un genre de paratonnerre. Hein. Rappelez-vous, non, vous ne vous rappelez pas, Apollo 12, il décolle, au bout d'une seconde, Saturne est frappé par la foudre. Tout s'éteint à bord. On ne vous l'a jamais dit, ça. Hein. Tout s'éteint à bord. Panique. Le commandant de bord allait appuyer sur abort pour s'éjecter. Et puis, au bout d'une seconde, le système a basculé sur le système de sécurité. Et c'est parti, ils ont été sur la Lune. C'est beau, hein? Alors, sans astronaute, c'est intéressant de voir le lancement. Il y a quelques images intéressantes parce que les Américains ont appris aussi des Chinois. Il y a plein de petites caméras partout. Sur la fusée elle-même, sur les boosters, surtout sur la capsule Orion, on va voir. Voilà, c'est donc pris par les caméras de bord, hein, situées sur les boosters. Hein. On voit bien le pas de tir. Voilà, il va y avoir séparation des boosters, sûrement. Et on voit
la Lune, en haut, vous l'avez repéré. Là, voilà, les boosters, c'est par rapport. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà dit. Orion est en orbite lunaire, et cette orbite lunaire va permettre de s'approcher à 130 km et 65 000 au plus loin. Je vous passe l'orbite, pourquoi l'orbite est comme ça. Tiens, si vous le savez, ben, vous m'enverrez vos copies. Voilà. Alors, la capsule Orion est bardée de plein de petites caméras que vous voyez ici et qui vont nous permettre de suivre en direct vraiment toute cette mission. Au moins sur NASA TV, faut être juste, même à la télé, ils en ont passé un peu. Ah, vous voyez, on s'approche de la Lune, là, voilà. Et on va pouvoir filmer une éclipse de Terre, mais ma vidéo n'est pas passée, je ne sais pas pourquoi. On photographie la Lune. Voilà. Je ne vous explique pas les différentes orbites qui ont des noms un peu bizarres. Mais surtout, la dernière orbite, on va s'approcher à 130 km de la surface lunaire pour avoir un petit coup de pied bien placé, ce qu'on appelle une assistance gravitationnelle pour retourner sur Terre. Alors pendant cette mission, on met en orbite aussi, on fait plaisir aux étudiants, on a embarqué des petits satellites, des CubeSats. C'est à vous les enfants, vous pouvez en proposer à la NASA, ils les mettent gratuitement. CubeSat, c'est un carton à chaussures dans lequel vous mettez une manip. Et il y a de la place souvent, vous voyez, c'est à l'intérieur du dernier étage. Et il les éjecte, il y a un petit ressort qui les envoie dans l'espace. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance parce que la plupart n'ont pas fonctionné. Mais je suis sûr, si vous en envoyez un, vous, ça marchera. Là, quand même. Bon, on frôle la Lune. Alors maintenant, on met en action la belle optique des caméras d'Orion. Vous voyez, c'est assez fin comme image. Voilà. La face cachée. Voilà, on voit les petits moteurs. Voilà. Et puis, on va retourner sur Terre. Et donc, on va entrer aussi à pas loin de 11 km par seconde. Donc, c'est le bouclier thermique qui va absorber toute cette énergie. Et là, il y a un problème, il y a une différence par rapport à Apollo. Ils n'avaient jamais osé essayer ça avec Apollo. Il y a tellement d'énergie, il faut être certain qu'on ne brûle pas dans l'atmosphère terrestre. On va le faire en 2 fois ce retour. On va faire un premier ricochet pour perdre un peu d'énergie, puis un deuxième où on va rentrer sérieusement. Comment ça s'appelle? C'est le mode skip entry. Alors, il y a des gros calculs là-dessus. Je vous le passe. C'est intéressant. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'aussi, on a un bouclier thermique qui est beaucoup plus grand que celui d'Apollo. Il fait 2,50 m de diamètre. C'est du ricochet contrôlé, comme on dit. Vous savez, si on est comme ça, si on rentre comme ça dans l'atmosphère, on crame. Si on rentre trop à plat, on rebondit, on part dans l'espace, c'est fini. Adieu les enfants, vous pouvez manger votre petite pilule de cyanure. Hein? Il n'y en a pas, il paraît. Voilà, amérissage réussi. Voilà. Bravo la mission Artemis. Je passe un peu, Artemis 2, Artemis 3. Et j'arrive. La deuxième partie, c'est SLS. SpaceX propose sa fusée SLS que vous voyez qui fait en gros, comme c'est drôle, est plus grande que la fusée Saturne. Hein, vous avez remarqué? Hein? Voilà. Et elle est en 2 parties. Il y a une partie booster et une partie Starship. Alors j'ai fait un tableau de comparaison. Alors ça, vous le trouverez nulle part. Ça sort de mon génial cerveau. Enfin, ça sort de la documentation que j'ai lue, hein, bien entendu. Bon, écoutez, la grosse différence, regardez la 3e ligne, les nombres de moteurs. Il y a 4 moteurs pour SLS. Starship, il y en a combien là?
J'arrive à dire 33 moteurs pour le booster et 6 pour le Starship. 33 moteurs, vous vous rendez compte? 33 moteurs, c'est incroyable, il va falloir synchroniser 33 moteurs. Et bien ça marche. On a essayé. Et un point intéressant aussi, c'est les carburants-comburants. Le Starship SLS, c'est hydrogène, oxygène liquide. Mais alors, évidemment, Elon Musk, il ne fait rien comme les autres. C'est oxygène et méthane liquide. Alors pourquoi? L'hydrogène, c'est très dur à manipuler parce que son point de liquéfaction, il est très proche du zéro absolu. Et ça, on n'aime pas trop manipuler ça. Ça posait beaucoup de problèmes pendant les répétitions. Il y avait toujours des fuites, vous avez peut-être entendu parler à la télévision. Ça a été arrêté parce qu'il y a eu des fuites d'hydrogène, etc. Tandis qu'avec le méthane qui est 100 degrés au-dessus, le méthane liquide 100 degrés au-dessus, ça ne se produit pas. Donc c'est un gros avantage. Voilà. Et ça va devenir le plus grand lanceur du monde. Vous voyez les 33 moteurs sur le booster. Ah oui. Les Russes avaient fait ça à l'époque à Apollo, mais ça n'avait jamais marché. Ils n'avaient jamais réussi à synchroniser une trentaine de moteurs. Ça avait toujours explosé. Ça avait créé le nombre de décès à Baïkonour. Incroyable. Voilà à quoi ça ressemble. C'est donc en montage actuellement sur leur base de lancement. Alors évidemment, ils l'ont appelé Starbase, la base des étoiles. Vous voyez le support de lancement. Et voilà le montage des deux parties l'une sur l'autre. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est impressionnant. Hein. Honnêtement, même pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça, c'est quand même impressionnant. Hein. Peut-être, regarde, on voit déjà les grues. Ça fait 120 mètres de haut. Alors, voilà. Oui, à peu près. Voilà. Alors, le Starship, et c'est réussi. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est 33 moteurs, c'est impressionnant. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Alors, ils l'ont pas allumé très longtemps parce qu'ils avaient peur de faire fondre le pas de tir. Ne rigolez pas, 33 moteurs, ça fait du bruit hein, quand même, et ça fait de la chaleur. D'autre part, il était attaché au pas de tir pour pas s'en aller, hein, bien sûr. Voilà, juste pour vous montrer le système, voilà le booster qu'on a essayé. Vous voyez, les petites ailettes de guidage pour le retour sur Terre, c'est ça qui va servir à la rentrée. La tour de lancement, les Américains, c'est des grands enfants. Ils ont appelé ça Mechazilla. Mechazilla, comme Godzilla, c'est Mechazilla, mécanique. Les deux bras, parce que le retour, le rattrapage, c'est incroyable, c'est deux bras qui vont venir attraper la fusée et la déposer sur son sol. Incroyable. Et alors ces deux bras, les Américains les appellent chopsticks, c'est-à-dire les baguettes chinoises. Et là, vous voyez le Starship. Bon, vous savez tout. Voilà l'essai qu'ils ont fait au Texas. Ça a bien marché. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On a un lanceur. Il nous faut une capsule spatiale. Eh ben oui. Alors, pour le moment, il n'y a que les Américains qui ont une vraie capsule spatiale. C'est la capsule Orion. Je vous en ai déjà parlé. Je vais un peu vite parce que là, on dépasse tous les créneaux horaires. On s'en fout? D'accord. C'est bien. Alors, elle est construite par Lockheed Martin. Alors, le Martin de Lockheed Martin, c'est malheureusement pas moi. C'est pas quelqu'un de ma famille. J'aurais bien aimé, sinon je serais pas là. Voilà. Et voilà le super bouclier thermique. Là, la capsule Orion en éclaté. Alors, Cocorico, quand même. Il est en quoi? Quoi? Le bouclier? Il est en top secret. Eh oui. Oui, parce que c'est pas évident. Hein. Alors, il paraît que c'est le bouclier d'Apollo amélioré.
Alors, Cocorico, dans la capsule Orion, la partie module de service. Vous vous rappelez, quand il y a une capsule et puis il y a un module de service avec toutes ses servitudes, les moteurs, l'oxygène, l'eau, la réserve de Calvados et tout ça. Hein. Et bien ça, c'est fourni par l'Europe, l'Agence spatiale européenne. Bon, bravo, ça c'est notre contribution à la conquête lunaire. Alors en échange de ça, on aura un siège pour un astronaute d'aller sur la Lune. Voilà. Première mission autour de la Lune, je vous en ai parlé. Alors, on a un lanceur, on a une capsule, il nous faut des astronautes. Parce que tout ça, il y a beaucoup d'entreprises privées, il nous faut des astronautes. Et bien, ça va être, pour SpaceX, ça va être des astronautes privés, les premiers astronautes privés, et pour Boeing aussi. Alors, la NASA a autorisé ces astronautes à travailler pour le privé. Et vous voyez à gauche ceux qui vont aller avec Boeing, à droite ceux qui vont aller avec SpaceX. Ce sont tous des vétérans de l'espace. Alors, astronautes, capsule, il faut des scaphandres maintenant. Scaphandres. Vous vous rappelez des scaphandres Apollo, voilà. Hein, ils étaient beaux, ils étaient lourds. Il y avait tout. Un scaphandre, c'est une mini-station spatiale personnelle. Voilà. Actuellement, on utilise des scaphandres un peu évolués. En haut, les Américains, en bas, le scaphandre russe. Vous voyez, le scaphandre russe, il est intéressant. On rentre par derrière, on rentre à l'intérieur. Hein. On rentre dedans. Voilà. Bon, je vous passe un peu tout ça. Voilà. Alors, évidemment, ces scaphandres sont faits pour réguler la température, tout un tas de servitudes, protéger le plus possible les astronautes des micrométéorites, etc. Alors voilà, à gauche le scaphandre Boeing, le plus bleu de la Terre, comme BAT, et à droite celui de SpaceX, le plus beau quand même. Il a été élaboré par des costumiers d'Hollywood. Mais il marche, hein, c'est un vrai scaphandre. Vous avez vu tout à l'heure les astronautes. Alors il y a des nouvelles idées, c'est essayer de faire un scaphandre un peu comme un juste au corps, pour qu'il n'y ait pas toute l'épaisseur d'air à l'intérieur et qu'il soit réparable facilement avec un bout de scotch. Voilà, etc. La NASA a lancé un appel d'offres pour les nouveaux scaphandres pour Artemis 3 et c'est Axiom Space qui l'a. Alors ça date d'hier. C'est tout frais de presse. Et voilà le nouveau scaphandre des astronautes qui vont crapahuter sur la Lune avec leur logo. Alors un petit détail, il y a 2 étoiles ici en hommage, la bleue à Edgar White qui a fait la première sortie extravéhiculaire américaine. Alors oui, les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est. Et le rouge, Leonov qui a fait la première sortie dans l'espace, le premier piéton dans l'espace, hein, comme on disait. Voilà. Alors, je vous le disais tout à l'heure. Non, il sortait pour faire la une de la presse. Oui, il a failli pas rentrer d'ailleurs. Hein. Parce que Leonov, c'était le premier homme qui sortait dans l'espace, avec un scaphandre. Seulement, on n'avait pas d'expérience. Hein. En sortant dans l'espace, à l'intérieur du scaphandre, il y avait un bar de pression, la pression atmosphérique à peu près. En sortant, bibendum. Oui, il y avait 0 de l'autre côté. Bibendum, bibendum, il ne pouvait plus rentrer. Il a failli laisser sa peau. Alors là, ces gens-là ont des nerfs d'acier. Hein. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a desserré un petit peu son gant pour faire fuiter l'air à l'intérieur. Ça s'est regonflé, il est rentré et il s'est et il a sauvé sa peau. Bon, nouvelle technique spatiale, le gateway, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vous explique ici. Donc vous voyez là-bas, c'est mini-station spatiale, il y a la logistique, il y a le module d'habitat, la capsule Orion qui vient de la Terre, le module lunaire pour aller sur la Lune, et le panneau solaire, l'électricité, etc.
Voilà à quoi ça ressemble. Les différents pays qui vont contribuer, ben c'est un peu comme l'ISS, sauf qu'il n'y aura pas les Russes. Et l'ISS, il n'y a jamais eu les Chinois parce que les Américains avaient peur qu'il y ait des fuites. Enfin, de l'espionnage, je veux dire. Hein. Voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des modules que vous connaissez de la station spatiale. Voilà. Alors maintenant, ben c'est bien, maintenant on voudrait bien aller sur la Lune. Hein. Eh bien, pour aller sur la Lune, il nous faut un module lunaire. Eh bien, le module lunaire, la NASA a lancé un appel d'offres. Il y a eu plein de réponses. Et il y a eu 2 ou 3 commandes. Mais voilà, les nouveaux modules lunaires de sociétés qui sont des start-up, hein, californiennes principalement, des start-up qui n'existaient pas il y a 3 ou 4 ans et qui ont les subsides de la NASA pour proposer des modules lunaires. Donc, vous voyez, Dynetics, moi je ne connaissais pas, National Team encore moins, bon, Space, je connais, on va en parler. Et voilà le concept Boeing, le concept Blue Origin, le concept Lockheed. Dites-moi quand même, il faut que j'arrête dans 5 minutes 10 minutes bon, on va y aller. Le concept Blue Origin, vous voyez, il est bien bleu, celui de Jeff Bezos. Il est pas mal, parce qu'il peut être en 2 parties, pour les hommes ou pour du matériel. Bon, je vais un peu vite, mais je vais vous laisser ma présentation à ceux qui veulent. Bon, les dangers. Évidemment, c'est les dangers du séjour dans l'espace, les longs séjours, les radiations, je vous en ai parlé. Le régolithe lunaire, la poussière lunaire est très abrasive, ça va dans les poumons et ça n'en sort pas. Donc, il faut évidemment des réserves de nourriture, il faut trouver une source d'énergie quand on sera sur la Lune. Alors, la Lune, c'est là où on est généralement, c'est 15 jours de sombre et 15 jours de soleil. Bon. Voilà, alors les dangers, je vous les passe, je ne veux pas vous faire mal passer votre dîner ce soir, mais dites-vous bien, c'est le problème principal. On a trouvé une solution pour bloquer une grande partie des radiations. On va utiliser le régolithe lunaire. Vous allez voir. Alors les autres dangers, le vide, je vous ai dit, les variations de température. Vous voyez l'astronaute à droite là, et vous voyez une vue microscopique de tout le régolithe là. C'est très pointu et très fin. Donc quand c'est dans vos bronches, ça sort pas. Et ça colle aussi aux vêtements. Alors, c'est assez récent, il y a 15 jours, 3 semaines, les Américains semblent avoir trouvé une solution pour le nettoyage de ça, parce qu'il faut nettoyer ça avant de rentrer dans les zones où il n'y en a pas. On les nettoie au jet d'azote liquide. Ouais. Voilà. Alors, les bases lunaires, on veut justement essayer de mettre des bases lunaires près des zones qui sont éclairées de façon permanente, et on sait que c'est près du pôle sud lunaire. Et voilà ce régolithe, le régolithe, donc la poussière lunaire, qui va servir à justement faire des briques. On va faire des briques avec ça, à l'aide d'une imprimante 3D. Une imprimante 3D lunaire, on va prendre de la poudre de régolithe et on va en faire. Voilà. On va transporter une structure gonflable sur laquelle on va venir, vous voyez ici, il va y avoir un petit appareil qui va prendre le régolithe et qui va en faire des briques et les poser sur cette structure gonflable pour protéger des radiations et puis pour isoler. Alors, c'est pas de la science-fiction, hein, on travaille, l'Agence spatiale européenne travaille toujours là-dessus. On va rajouter aussi des éclairages avec des grands miroirs tournants pour avoir le plus de lumière possible. Bon, voilà. Bon, alors, quand verrons-nous cela? Quelques années. Alors, j'ai pas le temps de vous passer le petit film de l'Agence spatiale européenne, j'ai mis la référence, hein, vous pouvez le télécharger, qui vous explique comment on va faire ces protections. Voilà, vous voyez, on met des couches de régolithe sur les structures amenées par robots depuis la Terre. Hein. Vous voyez le sas d'entrée, là, on voit plus, voilà, le sas d'entrée, dans lequel il faudra se débarrasser
de tout ce régolithe qu'on a sur soi. Et si on ne veut pas faire ça, ben la seule solution, les enfants, c'est d'aller dans les tunnels de lave qui nous protégeront des radiations. Alors, bon, c'est pas idiot, hein, les tunnels de lave, bon, faut aimer, hein, mais ça marche. Il y a plein de tunnels de lave sur la Lune, hein. J'ai pris quelques exemples là. Qu'est-ce qu'il y a? Tunnels de lave, bah, comme sur Terre. La Lune, c'est le volcanisme, hein, il y a plein de volcanisme. Donc, quand la lave s'est écoulée, la lave part d'une façon ou d'une autre, il reste le tunnel qui sert de protection, puisque vous avez toute l'épaisseur de la croûte lunaire au-dessus. Donc, il faut choisir le bon tunnel. Bon, alors évidemment, il faut mettre un ascenseur, il faut descendre. C'est plus facile de prendre un village avec des régolithes. Hein. Alors, quelles ressources sur la Lune? Bon, là, je vais aller vite. De l'eau, de l'énergie, de la nourriture, de la protection contre les radiations. Voilà. Ben oui, mais j'ai déjà tellement débordé, je m'excuse. Alors, ce qui est intéressant, juste un mot, il y a de l'hélium-3 sur la Lune. L'hélium-3, ça vous intéresse peut-être parce que ça va nous permettre de faire de la fusion, hein, non pas de la fission, mais de la fusion, c'est-à-dire produire de l'électricité sans déchets radioactifs. Voilà. Dernière question. À qui appartient la Lune et les planètes? Une question, celui-là. Eh bien, jusqu'à présent, ça appartenait à tout le monde. Tous les pays avaient signé un traité comme quoi il ne devait pas y avoir une arme nucléaire. Enfin bref, ça appartenait à tout le monde, c'est-à-dire à personne. Je peux vous dire que ça appartiendra au premier qui ira et qui plantera son drapeau. Alors la surprise pour les premiers arrivants américains, j'ai bien peur que ça soit ça. Hein. Ben, oui. Alors, juste un mot, on ne s'intéresse pas qu'à la Lune. Les Américains pensent aussi ramener des astéroïdes proches de la banlieue terrestre ou de la banlieue lunaire, parce qu'il y a plein de minéraux intéressants à utiliser. Voilà. Et Mars. Vous avez 2 secondes que je vous parle de Mars? Bon. Pourquoi aller sur Mars? Pourquoi on a grimpé à l'Everest? Hein, parce qu'il était là, parce que c'est là. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, laissez-moi voir, c'est plus loin. Ça coûte beaucoup plus cher. Le voyage, c'est 7 mois pour aller, 7 mois pour revenir. Mais vous avez entendu parler des fenêtres de lancement. Hein. On ne peut pas y aller quand on veut. On ne peut pas dire, tiens, demain je pars pour Mars. Ah non, il faut regarder. Ah non, pas de chance, c'est dans 7 mois et demi. Il faut partir. Donc voilà. C'est un voyage de 18 mois plus 2 fois 7 mois. Ça fait beaucoup, ça fait 2 ans et demi, près de 3 ans. Évidemment, pendant la période de voyage, il y a les fameuses radiations. Sur le sol martien, il y en a, mais moins. Hein. Et puis, les premiers voyageurs, il faudra tout amener avec eux. Comment ils vont survivre pendant 2 ans sur Mars? On ne sait pas trop. Hein. Dans l'espace, on sait faire, à bord de l'ISS, on sait faire un peu de salade, un peu de fraises, hein, c'est tout. Hein. Donc, il faut tout envoyer là-bas. Bon, voilà. Et puis, le problème de l'apesanteur. Parce que là, vous allez être pendant 7 mois en apesanteur. Et vous allez arriver sur Mars avec de l'apesanteur. Il va falloir que vous soyez au top de votre forme pour atterrir. Et pour atterrir au bon endroit, là où il y aura les réserves qui ont été envoyées de Terre. Mission impossible, non? Je ne sais pas. Donc tout le monde travaille là-dessus. Voilà. ESA aussi. On pense faire des petits modules à bord de la station et faire travailler ainsi les gens. La durée du voyage, l'idéal, c'est de raccourcir le voyage, évidemment. Hein. Donc il y a des gens qui travaillent sur de nouveaux modes de propulsion et on remet au goût le nucléaire, propulsion nucléaire. Voilà. Bon, une fois qu'on y sera, voilà tout ce qu'il faut faire. Je crois qu'on va y aller sur Mars, hein, vraiment, parce que c'est un défi. Je ne pense pas qu'on ira en 2033 comme c'est prévu. Ça me paraît un peu juste. Enfin, on ne sait jamais. Et puis le retour sur Terre, alors on vient de plus loin, la vitesse est encore plus forte. Il va falloir faire
une assistance gravitationnelle avec la Terre, c'est-à-dire on va passer près de la Terre, on ne va pas se poser. Enfin bref. Bon, ça reste encore un rêve lointain, mais comme vous savez, certains rêves deviennent réalité. On va revivre une époque formidable, j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Merci à tous. Et désolé d'avoir... Merci. un peu dépassé. Non, il n'y a pas de souci. Le public, est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement? Oui. On va peut-être pas trop... Oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas que si Starship c'est un succès, est-ce que ça ne va pas tuer Artemis? Parce qu'il n'y a plus aucun intérêt avec Artemis si Starship fonctionne. Starship, à mon avis, ça va marcher. Ils ont déjà lancé tous les morceaux séparément. La répétition va avoir lieu au mois d'avril. Vraiment, ça va marcher. Mais ça va coûter beaucoup moins cher. Ça va coûter beaucoup moins cher que SLS. Absolument. Et donc à mon avis, SLS est condamné à terme. Voilà. Tout le monde joue le jeu. Peut-être vous savez, en Amérique, il y a une règle, c'est la concurrence. Vous vous mettez en concurrence, que le meilleur gagne. Vous n'êtes pas le meilleur, allez faire autre chose. Vous serez peut-être meilleur ailleurs. Voilà, c'est ça, les Américains. Donc moi j'y crois, mais ça fait la fusée de Tintin posée sur la Lune, ça fait un gros morceau quand même. Mais vous vous rendez compte tout ce qu'on peut transporter d'un coup? Surtout que c'est prévu pour être ravitaillé avec un deuxième bout. Je ne vous ai pas passé tous les films que j'ai là-dessus. Ravitaillé avec un deuxième booster. Musk, je ne sais pas ce qu'il a dans le cerveau, mais je crois que c'est une intelligence artificielle aussi. Voilà. Une autre question? On a vu plutôt dans votre diapositive les costumes, enfin les scaphandres qui ont été designés par des costumiers d'Hollywood. Moi, ça me pose une question, c'est à quel rôle est-ce que la science-fiction elle joue dans le développement vers l'espace? À quel point la science-fiction elle inspire les ça motive les Américains. Vous savez, les Américains, c'est des grands enfants. Tout ce qui est science-fiction, ça leur plaît. D'ailleurs, il appelle Starbase son truc. Oui, c'est un peu de la science-fiction. Mais les scaphandres de SpaceX, vous n'avez pas vu toutes les projections, mais ils sont partis dans l'espace avec, les mecs. C'est la 6e expédition. Donc ça marche. Alors, c'est pas des scaphandres pour sortir, pour faire des sorties extravéhiculaires. C'est pour rester dans la capsule. Même un peu dans le vide si c'est nécessaire, mais ils sont quand même branchés sur l'oxygène et sur le refroidissement. Après tout, c'est tout ce qu'on a besoin. Nos amis là-haut, ils en ont peut-être assez, non? Est-ce que, messieurs, dames, vous avez d'autres questions à poser? Profitez-en. Oui. Une dernière question? Pourquoi tu avais entendu dire qu'il y aurait un ascenseur de la Terre à la Lune? L'ascenseur, non, il n'est pas de la Terre à la Lune, mais on a imaginé un ascenseur pour mettre des satellites en orbite à 36 000 km. D'altitude pour remplacer les flux. C'est pas idiot. Pourquoi 36 000 km? C'est l'orbite géostationnaire. Donc on est toujours en face du même point sur Terre. On s'est dit, pourquoi pas tendre un fil? Bon, il se trouve que le fil, il n'existe pas pour qu'il soit encore aussi solide. Mais presque. C'est à base de graphène et des trucs comme ça. C'est un truc sérieux. On travaille dessus. D'ailleurs, j'ai fait des conférences là-dessus. Ça fait un peu science-fiction, mais il y a des problèmes parce qu'il faut que le câble soit en fait plus long que 36 000 km pour des raisons physiques. Et puis, si un avion percute le câble sur Terre, parce qu'il faut que ça soit situé au niveau de l'équateur aussi.
Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis une vingtaine d'années. Hein. Moi, je ne montrerai pas Bohr. Merci. Voilà, mais écoutez. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Je pense qu'on peut l'applaudir pour son exposé. Je pense que c'est toujours